Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. Biso, bagel ya lelo, soki to pamoni biso na place moko to bazana posa na biso ezalaka na bien que la difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Bonsoir chez vous. Dans les soucis de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société, voilà pourquoi nous sommes là pour vous mettre juste au parfum et pourquoi pas parler aussi des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Alors, cette soirée, nous allons parler sur une thématique très édifiante par rapport à notre jeunesse, sur le leadership transformationnel et l'entrepreneuriat de jeunes, guide pour un très bon départ de jeunes chômeurs. Donc nous le savons tous que la République démocratique du Congo enregistre de jeunes chômeurs. Alors quels sont les mécanismes efficaces pour sortir au moins de cette crise qui ne cesse au moins de défrayer surtout l'attention, les émotions de la jeunesse congolaise? Voilà pourquoi nous avons fait appel à un expert à la matière. Il est juste économiste, mathématicien, chercheur en macroéconomie et stratégie de développement de la République démocratique du Congo, ainsi qu'entrepreneur, coach et formateur de renforcement des capacités. Vous me posez la question, il s'agit de qui? Il s'agit bien de M. Simplice et allez, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, merci. Je vous remercie et toute l'équipe de pouvoir m'inviter pour participer à cette émission qui porte une grande vision pour la jeunesse, parce que vous savez, c'est la jeunesse qui va diriger demain. Alors lorsque vous êtes en train de vous investir pour la jeunesse, et c'est vraiment quelque chose de très important. Je suis vraiment flatté pour cette invitation d'être ici parmi vous. Je vais commencer avec d'abord votre expertise par rapport à ce que vous êtes, ou moins à ce que vous faites aussi, sur étant que chercheur en macroéconomie et stratégie de développement de la République démocratique du Congo. Quelle est votre observation en RDC? Bon, madame, vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, possède de richesses énormes. C'est un pays potentiellement riche. Si nous comparons avec d'autres pays, vous allez voir que nous avons tout ce qu'un pays peut avoir pour être parmi les pays puissants du monde. Ça profite à qui alors? Mais bon, c'est pendant que la situation que nous vivons actuellement, la situation économique, la situation sociale n'est pas vraiment tellement bonne. C'est ainsi que nous sommes intéressés à analyser, étant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire étant que Congolais, étant qu'une élite, pour essayer de changer cette situation. Donc, vous allez constater que c'est vrai qu'à partir de 2000D, il y a des indicateurs macroéconomiques en République démocratique du Congo qui se sont un peu améliorés. Et quand je parle de ces indicateurs que nous attendons, nous parlons tous dans notre vie moderne, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, que vous soyez un ingénieur, vous devriez avoir des éléments de base de l'économie. C'est pourquoi vous voyez dans de grandes écoles de polytechnique en France et ailleurs, on enseigne l'économie politique, parce que si vous avez un projet, même si vous êtes un journaliste, vous aurez besoin d'avoir un projet, investir, et donc vous devriez avoir des éléments nécessaires ou de base de l'économie. Alors s'il faut se référer à l'histoire politique du Congo, surtout s'il faut se focaliser à l'économie de la République démocratique du Congo, quelle analyse faire? Bon, jusqu'à ces jours, il y a quand même des efforts qui sont fournis, tels que j'étais en train d'introduire, pour dire que
Et avant, si vous constatez qu'avant 2001, avant qu'on puisse avoir vraiment des consensus politiques, hein, qu'on puisse avoir 1+4, l'économie de la RDC était vraiment à terre. Et après, quand il y a eu ces consensus et de Sun City, on a connu un gouvernement de 1+4, et c'est de là qu'après qu'on a connu quand même l'amélioration de cadre macroéconomique en République démocratique du Congo, la croissance qui était négative au-delà de 1000 qui s'est améliorée jusqu'à ce jour que nous avons une moyenne de 7% de la croissance, et les indicateurs comme l'inflation, le taux de chômage qui se sont améliorés à ce jour, qu'on pourrait avoir dans des 46-47% de taux de chômage, un taux calculé, publié par la Banque mondiale. Et voilà que, tel que je disais, mais ces efforts n'ont pas permis qu'on puisse avoir quand même l'amélioration du bien-être, parce que les retombées des efforts économiques devraient avoir quand même de l'impact sur le bien-être des Congolais. C'est vrai, tel que je disais, quand même il y a des efforts, mais ces efforts-là ne sont pas encore arrivés, n'est-ce pas, aux résultats attendus ou espérés des peuples congolais. Voilà un peu. Et je disais tantôt qu'il y a quand même un lien entre la gestion des activités politiques avec l'économie. L'économie ne marche pas seule. C'est pourquoi j'ai essayé de faire cette dualité, cette comparaison avant et après. Vous allez voir qu'à chaque moment qu'il y a un choc, que ce soit au niveau mondial, voilà, le pays est vulnérable. Que ce soit des situations d'instabilité politique, ça a vraiment de l'effet sur l'économie d'une nation. Donc, si la politique est stable, voilà, cela pourrait amener les nivellements vers les hauts. Donc, nous attendons tous qu'on ait quand même une stabilité au niveau de la démocratie, au niveau de l'Est, parce que les investisseurs viendront investir ici. Les multinationales ne viendront pas investir dans un pays où il y a l'insécurité. Donc, ils ne viendront pas avec leurs fonds venir investir. Mais cette insécurité aussi est focalisée dans un coin de la République démocratique du Congo, ce n'est pas dans toute l'étendue. Bon, il y a des indicateurs qui définissent le climat des affaires. Au niveau international, il y a des indicateurs qui définissent, par exemple, la stabilité politique. Ce n'est pas quand on fait l'évaluation, on ne tient pas compte, par exemple, d'un côté. Okay. Donc, on prend la situation dans l'ensemble. Comme on dit, la macroéconomique, c'est en fait l'étude des indicateurs ou des agents, mais nous prenons dans l'ensemble différemment des microéconomiques où vous faites la particularité, où vous étudiez chaque agent économique. Par exemple, le ménage, vous étudiez soit seulement les entreprises, mais ici, quand nous voyons la vision d'ensemble, donc on tient compte de tous les paramètres. Et n'oubliez pas que l'Est de notre pays possède des ressources, n'est-ce pas, que nous avons besoin tous aujourd'hui. Nous utilisons ces téléphones et je pense que si on aura le temps d'échanger, quand on va parler sur la technologie, tout ce qu'on a, parce qu'on parle de la formation, et vous allez constater qu'avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, il faudrait avoir des ressources, et ces ressources que nous avons aujourd'hui, et il y a aussi une bonne partie de ces ressources qui sont dans notre pays, à l'est de notre pays, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous décortiquons au moins cette thématique sur le leadership transformationnel et l'entrepreneuriat de jeunes, juste guide pour que les jeunes congolais puissent en sortir de cette crise qui ne cesse moins d'emporter notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je me retrouve devant les jeunes. En regardant cette jeunesse, je te dis, c'est un livre que je ne saurais lire en un seul jour. Alors, si c'était juste un champ aussi pour exploiter, je ne crois pas que ça sera aussi exploité dans un seul jour. Quelle lecture faire au moins sur cette jeunesse congolaise, de votre côté? Et tant que coach, l'ami de jeunes. Je suis jeune. Vous êtes jeune. Donc, vous me demandez de faire d'abord l'évaluation de moi-même. Exactement. Parce tout que... en se référant aussi des autres jeunes. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on aime quand, si on donne nos points de vue, on oublie que nous-mêmes, nous faisons partie de la portion considérée. Donc, je suis jeune. Quelle lecture que je fais?
La jeunesse congolaise est triste. La jeunesse congolaise est dans une situation perdue. La jeunesse congolaise n'a pas été orientée face à plusieurs situations. Et ce qui fait que si nous comparons avec d'autres pays qui avancent déjà au niveau de l'éducation, quand même, je ne néglige pas, hein, il y a des savants dans notre pays. Exactement. Si vous allez dans des universités, dans des entreprises, vous échangez avec des jeunes, il y a vraiment de personnes très intelligentes. Mais ici, le point de vue que je suis en train de mettre, c'est le point global, hein. Nous sommes un peu en retard. Vous avez un problème de la négligence. Vous êtes négligé de quel aspect en fait? Bon, vous voyez, quand je dis, c'est en fait au sommet de notre pays, la vision de notre pays, la vision de la jeunesse. C'est vrai qu'à ce jour, aujourd'hui, il y a quand même des jeunes de plus en plus qui occupent des des responsabilités, des hautes responsabilités dans notre pays, que nous saluons déjà les efforts fournis par les autorités de notre pays. Mais je voulais dire qu'avant, nous n'avions pas, ou le pays n'avait pas une très bonne politique pour la jeunesse. Et c'est ce que nous constatons qu'il n'avait même pas de restrictions au niveau des universités. On vendait tout ce qu'on pourrait. Un jeune pourrait quitter sa maison, aller boire tout ce qu'il peut. Et ce qui fait que vraiment, comme vous venez de souligner, il y a une certaine négligence, lâchement au niveau de jeunesse, ce qui fait que nous ne sommes pas assez compétitifs sur le marché. Là, on devrait être... Mais ce n'est pas vraiment... Nous avons aussi une responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité des gens qui ont planifié, des responsables, n'est-ce pas, des décideurs qui n'ont pas essayé de prévoir la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, que ce soit dans l'économie, en politique, en droit, dans les études que nous menons souvent dans notre pays, on étudie les passés. Voilà, la RDC en 1980, si vous appelez aujourd'hui un économiste, il va te réciter l'économie de la RDC. Mais vous posez la même personne, qu'est-ce que vous pensez de la situation en 10 ans, dans 30 ans? C'est ce que nous ne faisons pas. Et c'est ce qui a été, ce n'est pas le résultat de ce que nous avons, mais c'est quelque chose de très longtemps. Nous n'avions pas pensé à mettre en place des politiques prévisionnelles qui pourraient en fait définir une classe de société à tout niveau, de la jeunesse, des enfants, des adultes, pour que nous puissions en fait changer la situation que nous avons. Alors s'il faut faire 2 pas en arrière, parce que la République démocratique du Congo vient juste de totaliser ses 64 ans, jour pour jour. Je sais que ceux qui ont marqué l'histoire de ces pays, ils étaient juste jeunes. Je vois Kasavubu, fraîchement jeune, Patrice Emery Lumumba, tout jeune, Joseph Mobutu, tout jeune. Mais en quoi sont-ils différents de la jeunesse d'aujourd'hui? Bon, c'est une question tellement pertinente. Les gens ou nos pères de l'indépendance qui ont réalisé de grandes choses étaient très jeunes. Et à ce jour, nous constatons avec le même fourchette d'âge et on n'arrive pas, par exemple, à faire des exploits. Mais bon, je pourrais dire que ils ont fait aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui font des exploits. Mais seulement que, ce que je disais, la prévision. Vous voyez, aujourd'hui, on aime rester éternel. Si on est boss éternel. Si on est président éternel. On ne sait pas préparer le demain. C'est le plus grand de problème que nous avons ici. Nos parents, nos prédécesseurs, ceux qui ont géré avant, ils ont eu de l'expérience. Mais, tel que je disais, il y a eu vraiment un problème de jonction, un problème qui pourrait mettre en place l'expérience de ceux qui ont connu, ceux qui ont travaillé
et ce qui amène quand même à avec qui la faute? l'innovation. Croyez-vous c'est juste aux jeunes qui Bon, n'arrivent pas en théorie de développement, que je oui, finisse avec ma question. oui. Croyez-vous que c'est juste au niveau de cette jeunesse qui n'arrive pas à pouvoir s'attacher avec le vieux pour apprendre, ou bien c'est au niveau juste de vieux qui ne veulent pas aussi apprendre aux jeunes, soit préparer cette jeunesse à être aussi utile demain? Voilà, je vais répondre à deux niveaux. Okay. Le premier, c'est, tel que je disais, c'est au niveau de l'État ou au niveau des décideurs. En théorie de développement, on dit que l'État, c'est l'architecte. C'est l'État qui définit. Donc, si vous avez une élite forte, cette élite pourrait impacter sur les changements, sur les développements d'un pays, d'une nation, d'un continent, ainsi de suite. Donc, le changement vient à un groupe de gens. Comme vous avez dit le passé, il y a un groupe de gens, de pères de l'indépendance, qui ont compris, ils se sont battus et il y a eu les changements. Tel que je dis, c'est de là que je disais que le premier niveau que je pourrais définir cela, c'est au niveau des décideurs, où on n'a pas eu vraiment une définition claire de la jeunesse de demain. Et c'est la même chose qui gangrène notre société d'aujourd'hui. Donc, et le deuxième, c'est un problème culturel. Vous voyez, en Afrique, comme je disais, quand vous avez une responsabilité, et vous ne préparez pas les personnes qui peuvent vous remplacer. Donc, il y a un problème de résistance au changement. Celui qui a la responsabilité ne prépare pas celui qui viendra après pour continuer le travail. Et aussi, celui qui devrait approcher la personne qui a l'expérience pense avoir tout connaître. Moi, je fais de grandes universités, mais c'est papa, il n'était même pas un diplômé d'État, oubliant que son expérience pourrait te donner quand même voilà, des techniques, des éléments qui pourraient te permettre d'avancer. Donc, c'est un peu ça. Alors, s'il faut parler de l'éveil et de réveil de la jeunesse congolaise, où faut-il situer les jeunes congolais? Bon, à ces sujets, je pense que nous pourrions orienter ou localiser. Moi, je pense que les changements pourraient venir que l'éducation. Parce que c'est l'homme qui est au centre des changements. Si l'homme n'est pas préparé, tout ce qu'on peut faire, on n'arrivera pas. Donc, pour arriver là où les États-Unis sont aujourd'hui, arriver là où la Chine sont, ils ont d'abord travaillé sur l'homme. Bien qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Voilà, avec cette vitesse de l'évolution de la technologie, l'électronique, tout ce que nous avons, ils sont arrivés, par exemple, à déterminer des algorithmes qui, par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, vont menacer ce que nous faisons. Votre travail aujourd'hui, dans des pays avancés, un directeur pourrait avoir un assistant robot. Un assistant robot qui pourrait aussi être des algorithmes. Il change avec, par exemple, soit avec son téléphone et avec ce qu'il a, et cela pourrait générer ou bien répondre à ce besoin. Donc, si on veut parler des changements, on veut parler des réveils, donc on doit commencer par l'éducation. Et l'éducation à tout niveau. Nous commençons vraiment au niveau maternel. Dans des pays comme, permettez-moi, je suis plus avec des anglophones et ma tête tourne en anglais. Et aux États-Unis, ils commencent à enseigner le civisme, ce qu'on dit, le patriotisme au niveau de l'école maternelle. Un Américain sait que moi, je suis champion. Un Américain sait que I am the best, je suis plus que tout. Donc, ils grandissent comme ça. Alors, s'il faut parler, voilà. En fait, c'est vraiment notre problématique. Juste aussi, c'est un guide pour orienter aussi notre jeunesse. S'il faut parler sur le leadership transformationnel, que peut-on d'abord retenir? Bon, lorsqu'on devrait d'abord comprendre qui est un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, il a des objectifs.
et qui pourrait échanger, communiquer sa pensée avec les autres et qui est capable d'embarquer maintenant ces derniers avec lui pour atteindre ses objectifs. Et bon, voilà, il y a plusieurs sortes de leaders, mais vous nous parlez d'un leader... Je ne sais pas aussi, essayez un peu de nous éclaircir par rapport à cet parallélisme entre un leader, un coach, un mentor, on ne sait pas, il y a des fois les gens... ce sont des concepts un peu... Il est juste un coach, il est mon leader. Voilà, ce sont des concepts un peu utilisés, mais qui sont liés. Bon, chacun a sa spécificité, n'est-ce pas? Un leader n'est pas nécessairement un coach, n'est-ce pas? Un coach non plus un mentor. Voilà, un coach aussi, pas nécessairement. Donc, ça dépend. Un leader, comme je disais tout au début, une personne qui a une vision. Qui a une vision. Mais un leader peut être aussi un coach. Ça veut dire, lorsque vous êtes là, vous échangez, vous permettez aux autres d'améliorer, de perfectionner leur niveau c'est-à-dire vous leur permettez de développer, n'est-ce pas, par eux-mêmes leurs propres capacités. Donc, vous donnez des techniques, des instructions qui peuvent les aider à améliorer ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est vraiment tellement pédagogique. Vous allez voir que même la pédagogie qui était avant et la pédagogie d'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Avant, le professeur connaît tout, il donne les informations, il donne l'évaluation. Mais à ce jour, avec ACP, voilà, donc le professeur ou l'enseignant, c'est un coach, de la même qu'un leader, de la même sorte qu'un leader qui vient, il partage l'expérience, il donne les informations, mais il laisse l'apprenant ou il laisse la personne qui travaille avec lui d'améliorer par elle-même ses potentialités ou ses capacités. Voilà, donc un mentor peut jouer un rôle de conseil, il peut vous orienter, il peut vous guider et des fois aussi il peut être votre leader. Alors lorsque vous regardez juste le secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, étant que vous aussi vous êtes un entrepreneur, qu'est-ce que, en fait, la première question qui vous arrive en tête, c'est quoi? L'entrepreneuriat en RDC est rempli d'incertitudes. Vous savez, aujourd'hui, dans chaque étude qu'on mène, cette étude, surtout des études quantitatives, ce sont des études qui sont associées par l'incertitude, où vous avez de problèmes d'information, vous avez beaucoup d'aléas, beaucoup de risques. Ce n'est pas pour faire peur à nos téléspectateurs, c'est pour dire que l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo n'est pas facile, mais n'est pas impossible aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui commencent à zéro et ils réussissent. Donc, lorsque vous voulez entreprendre en République démocratique du Congo, il faudrait savoir que vous êtes dans une zone de turbulence. Là, ça fait comme le pas. Voilà, donc quelqu'un qui entreprend aux États-Unis, en France, n'a pas quand même de même capacité, n'a pas une même situation que la personne qui entreprend ici. C'est le climat d'affaires qui pose problème. Bon, les climats des affaires aussi, c'est un des points, mais il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Par exemple, nous avons un problème aujourd'hui des taux de change qui gangrènent notre monnaie. Donc, si vous travaillez dans un pays où la monnaie n'est pas stable, par conséquent, les prix aussi ne seront pas stables. Donc, si vous faites une prévision, vous achetez un bien pour un montant X en francs congolais, vous travaillez sous pression parce que vous savez demain, vous ne savez pas à quel taux vous allez vous réveiller demain. Donc, les calculs, les prévisions que vous pouvez faire, voilà, donc la dévaluation peut affecter y compris votre bénéfice s'il vous plaît, y compris aussi votre capital. Donc,
nous avons beaucoup de risques, mais il y a des gens qui réussissent. Il y a aussi beaucoup d'avantages pour des gens qui évoluent ici. Hein. Vous voyez, nous-mêmes, des fois, on a peur, mais si vous prenez nos frères qui viennent d'autres continents, Asie et tout, ils viennent et ils réussissent ici. Et nous, on voit que le côté négatif, on n'a pas au moins le côté négatif. Voilà, donc les jeunes devraient être vraiment préparés, les jeunes doivent être formés. Aujourd'hui, les activités, ce n'est pas comme avant. Donc, il faut être vraiment enseigné, il faut faire des recherches, il faut maîtriser le marché pour vous permettre d'être compétitif. Vous voyez, comme je disais, qu'avec l'évolution de la technologie et tout, donc si vous voulez vendre, par exemple, la personne qui vend de bouche à l'oreille et la personne qui utilise les réseaux sociaux pour booster ses activités, cette personne-là va atteindre un grand nombre de clients que vous, qui vous allez faire 10 à venir, 20 par exemple à venir pour vendre vos biens. Donc, il faut être outillé parce que, comme on a dit, que le monde aujourd'hui, c'est comme un village. Donc, il y a des outils qui nous permettent de réussir, de travailler. Donc, alors, comme je l'avais déjà intitulé au début de cette émission, c'est juste, ce sujet, c'est un guide, moi, pour un très bon départ de notre jeunesse, de pouvoir quitter les secteurs, en fait, que je dirais au moins entre autres chômage, pour trouver juste... organiser peut-être leur vie, ainsi de suite. Alors, s'il faut guider cette jeunesse, par où faut-il commencer comme un nouveau départ? On ne peut pas parler de la jeunesse. C'est comme on veut parler d'un enfant sans parler de ses parents. Donc, si on veut parler de la jeunesse, on doit lier aussi les décideurs. Donc, il y a une part de la jeunesse. Il y a aussi une part de décideurs. Donc, si les décideurs accompagnent, quand même, ces derniers temps, je vois quand même, il y a des structures d'entrepreneuriat qui sont en place, qui accompagnent le jeune et que nous devrions aussi souligner. Mais les jeunes devraient, vous avez dit le chômage, ça veut dire vous cherchez un travail, n'est-ce pas? Et si pour trouver un travail, il faut être compétitif sur le marché d'emploi. Et pour être compétitif, il faudrait avoir des éléments, par exemple, spéciaux ou de qualité que tout le monde n'a pas. L'expérience aussi, là aussi, ça pose problème. Voilà, l'expérience, bon, aujourd'hui, c'est vrai, il y a, par exemple, les recruteurs posent, par exemple, des conditions pour le job description, mais il y a moyen de contourner, mais il faudrait passer par des formations. Donc, ce sont des formations qui compensent les expériences. Donc, par exemple, une personne qui a, par exemple, suivi telle formation sur tel domaine demandé pourrait compenser les années d'expérience. Je n'ai pas dit que si vous avez beaucoup de formations suffisent, mais il faudrait aussi avoir quand même de l'expérience. Mais il y a des jeunes qui terminent et trouvent d'emploi de par leur cursus universitaire et des formations professionnelles qu'ils ont suivies pendant qu'ils étaient à l'université. Donc, c'est vrai. Le marché d'emploi, comme vous avez posé la question, il y a une part de la jeunesse, vous cherchez le travail, oui c'est bien, nous tous on est à la recherche de l'emploi, mais il faudrait vous former, et après être formé, il faut aller chercher, parce que on pense qu'il faut trouver le travail, il faut rester à la maison, mais il y a des jeunes qui ont par exemple 2, 3, 4, 5 activités, ils font et ils travaillent. Et ils démissionnent d'une entreprise à une autre. Pourquoi? Parce qu'ils partent chercher. Par les recommandations alors? Pas nécessairement, madame. Si. Moi, je ne soutiens pas. C'est vrai que leur relation a un impact significatif sur l'évolution de vie ou de l'activité ou de l'expérience ou de carrière professionnelle d'une personne, mais aussi n'oublions pas les potentialités ou les potentiels sont des éléments nécessaires à ne pas
oublié ou négligé. Donc, c'est vrai, la relation. Mais moi, je pense si vous êtes bien formé, et vous faites vos formations, vous allez chercher, vous allez trouver le travail. Parce que Dieu a dit, demandez, vous sera donné. Mais si vous dites que vous priez, vous n'allez pas chercher et vous voulez que le travail vienne à la maison, c'est vrai, Dieu peut faire un miracle. Mais le miracle de Dieu, ce n'est pas chaque jour que ça arrive. Hein. Ça arrivait à la femme qui coulait de sang pendant 12 ans, mais ce n'est pas chaque jour que Jésus-Christ faisait des miracles. Donc, même la dame, elle a cherché Jésus. Elle a quitté là où il était, il y avait une foule, elle a touché. Donc, il y avait aussi une part de la dame, donc de la femme, s'il vous plaît. Donc, on doit aller chercher, vous êtes formés, allez frapper, faites chaque jour. Vous allez voir qu'après 3 mois, vous ne manquerez pas un appel ou une invitation. Mais d'autre part aussi, le gouvernement pourrait mettre en place des politiques d'intégration de jeunes dans le milieu professionnel. Il y a déjà des activités qui se font, mais si on essaie d'élargir à une échelle un peu grande, cela pourrait permettre vraiment de jeunes aussi qui sortent dans des universités de trouver, mais aussi à créer. Sachez que c'est vrai, on cherche à travailler, mais ce qui peut nous permettre d'être indépendants, d'être un pays fort, c'est que je suis toujours en train de soutenir, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est de l'innovation, c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc, vous voyez, des pays développés, les États-Unis, parce que je vais donner les exemples de ces pays-là, parce qu'ils sont avancés, vous voyez qu'ils ont des jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Si vous prenez Google, vous prenez Facebook, vous prenez tous ces multinationales qui génèrent des flux tellement importants de revenus dans leur pays, c'est à travers l'entrepreneuriat et non de l'emploi. Donc c'est vrai. Merci, désolé. Je vais finir avec désolé ma toute de prendre beaucoup de minutes. Merci. Je vais finir avec ma toute dernière question. En fait, c'est vraiment un sujet qu'on saura vraiment tout dévoiler aujourd'hui. C'est vrai que vous nous avez donné le goût, nous qui sommes juste au plateau et ceux qui sont aussi à la maison. Alors, étant qu'entrepreneur, coach et formateur au moins de renforcement des capacités, vu les dangers, je vais dire ainsi, les dangers qui rongent le jeune de la République démocratique du Congo, entre autres, vous avez évoqué aussi un problème de l'éducation, le système éducatif, ainsi de suite. Que préconisez-vous? Parce que là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je ne sais pas par rapport au système à ou initier bien... le cours de l'entrepreneuriat Oui, hein, déjà avec ces programmes, je pense, je ne sais pas si les écoles appliquent déjà, je pense, au niveau secondaire où j'ai vu une fois, j'ai jeté un coup d'œil avec le programme national. Des écoles, alors. Donc, là, le programme, aujourd'hui, je pense, le programme national a défini déjà des avancées en ce sens-là de cours d'entrepreneuriat, je pense, ou soit c'est en gestation, mais ce que nous devrions faire, c'est de commencer déjà au niveau de l'école primaire, pourquoi pas même l'école maternelle, organiser des activités qui peuvent permettre les jeunes de comprendre que c'est vrai, parce que notre système nous a formés d'aller chercher les travail et non de créer. Donc, si déjà à partir de l'école primaire, les enfants pourraient comprendre que non, voilà, on pourrait développer ces pays à travers les activités entrepreneuriales. Alors, s'il faut lancer, il faut créer avec combien en fait? Il faut avoir des millions de toute façon. Bon, c'est d'abord la volonté. Voilà, aujourd'hui, nous critiquons le programme de gratuité, ça a beaucoup de lacunes, mais il y a une volonté qui s'est manifestée, il y a des parents aussi qui en bénéficient. Donc, c'est d'abord le problème de la volonté, mais aussi le problème des décideurs. Voilà, donc, c'est comme le jeu, n'est-ce pas? Je suis en train de parler d'une théorie des jeux dans la gestion publique. Donc, si vous prenez, par exemple, au cours d'un match de foot, si l'équipe perd, on va demander à l'entraîneur. Voilà, bien que le joueur peut avoir des responsabilités, on voit le coach, on voit le président de l'équipe. C'est de la même manière que la gestion du pays. Donc,
les décideurs, les gouvernants, ils ont aussi une part de responsabilité de booster, de pousser vraiment, de mettre en place des systèmes, de changer avec le chercheur. Vous voyez, il y a un problème qui me dérange beaucoup. Allez dans nos universités, il y a des chercheurs, il y a des étudiants qui écrivent des projets, n'est-ce pas? Mais ce sont des projets qui ne sont pas consultés. Alors, si les décideurs pourraient aussi consulter les publications, n'est-ce pas, échanger avec les chercheurs, les professeurs, les étudiants à tout niveau, organiser des ateliers, des conférences qui pourraient, n'est-ce pas, aider notre pays à avancer en ce sens des systèmes éducatifs. Ça serait vraiment nécessaire. Nous vous disons merci d'avoir accepté à cette invitation. Merci, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la chaîne de pouvoir me donner cette opportunité de partager avec mes frères congolais et congolaises par rapport à ce point de vue. Et nous espérons que nous avions donné des éléments qui ont aidé certaines personnes, que ce soit le jeune ou bien le gouvernement à tout niveau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu le réel plaisir d'être avec M. Samplus Eyale, qui est juste économiste, mathématicien, chercheur en macroéconomique ainsi que stratégie de développement de la RDC, entrepreneur, coach et formateur de renforcement de capacité. Donc, nous vous disons merci pour votre attention, fidélité à cette émission. Prenez rendez-vous pour le samedi à 10h30 pour la rediffusion de cette émission. Portez-vous bien. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na bien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue